1er avril 2020, cette date ne vous dit certainement plus grand-chose. Bref, c'est le jour où tout est parti en vrille lorsque deux chercheurs français sur la chaîne d'information en continu LCI déclaraient que le vaccin contre le Covid-19 devait être testé en Afrique, un coup de tonnerre qui rappelait ainsi le scandale sanitaire de 2004 au Cameroun où plus de 400 prostituées avaient été recrutées par la fondation américaine Family Human International pour donc tester le tenofovir qui est un antiviral contre le VIH-Sida, sans oublier le scandale sanitaire de 2001, cette fois-ci au Nigeria. À l'effet, c'était le Trovan, un antibiotique pour lutter contre la méningite qui frappe le Nigeria de plein fouet en 96. Question dans cette édition spéciale cobaye. L'Afrique est-elle devenue le cobaye des Big Pharma? L'industrie pharmaceutique et médicinale était devenue immorale. Comment en sortir? Ces questions et bien d'autres seront adressées dans quelques instants seulement à notre invité du jour. Sa première signature, c'est en janvier 1997 dans Cameroun Tribune. La suite sera Dicalo, nouvelle du pays, mutation, le quotidien du jour. À l'international, il collabore avec jeunafrique.com, Ouest France, le New York Times, RFI English Desk de 2005 à 2017. Ce journaliste à la plume acérée est un passionné de l'investigation. Denis Kwebo, président du syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC. Bonjour et bienvenue à Spécial Cobaye. Bonjour. Alors, Denis Kwebo, si on commençait par cette indiscrétion, vous en tant que personne, avez-vous déjà eu l'impression d'avoir été traité ou considéré comme un cobaye dans votre vie? Heureusement non. Je n'ai jamais été traité comme cobaye. Si je vais un peu provoquer, je dirais seulement que, oui, étant donné que j'ai déjà travaillé contre mon gré, c'est-à-dire que le fait de travailler dans une entreprise de presse sans être payé à la fin du mois, c'est un peu comme un travail de cobaye, ou s'engager dans une aventure sans savoir exactement où on va. Moi, je l'ai connu avec tout ce que la presse a, c'est-à-dire que vous vous engagez dans un process avec un organe de presse, radio, télé ou presse écrite. À la fin, vous vous rendez compte que vous ne savez pas exactement où vous allez, vous ne savez pas exactement quels sont les dessous de l'activité que vous menez. En dehors de ça, je n'ai jamais été traité comme cobaye. Alors, venons-en au sujet à proprement parler. Ça fait grand bruit à travers la planète et ça a choqué l'Afrique tout entière. Cette sortie jugée incendiaire de deux chercheurs français qui avaient estimé que le vaccin du Covid-19 devait être testé en Afrique. Et ça nous rappelle le scandale au Nigeria en 2001, notamment celui du Trovan, cet antibiotique pour lutter, cette-il, contre la méningite. Au Cameroun, en 2004, avec le recrutement de 400 prostituées pour le test du tenofovir. Et il faut rappeler aux téléspectateurs que Denis Kwebo, grand reporter, passionné d'investigation, avait justement travaillé sur la question. C'était en décembre 2005. Pouvez-vous, Denis Kwebo, nous en dire davantage? Oui, je crois que courant novembre, décembre 2005, il y avait une histoire folle au Cameroun. On avait entendu parler de Family Health International qui serait en train de faire une expérimentation de médicaments génériques contre le sida. Et on ne savait pas où ça se passait, on ne savait pas comment ça se faisait et quelles étaient les personnes soumises à cette expérimentation du tenofovir. Par le passé, j'avais fait une double enquête, une sur les prostituées, une autre enquête sur les enfants de la rue, et j'avais croisé pour voir quels sont les rapports entre les enfants de la rue et les prostituées. Donc j'avais pris un certain nombre de contacts à l'époque. Maintenant, lorsqu'on entend parler de l'expérimentation du tenofovir avec 400 prostituées engagées, c'était donc facile de retourner sur le terrain, prendre les contacts ici et là. Donc, c'était pas très difficile pour moi, connaissant un peu les sites. Il y avait
le site de 7e, il y avait toute la place de Bonanjo. Et j'imaginais que sur Bonanjo, ce serait certainement un endroit à priser pour ce type d'expérimentation-là. Il faut dire que ce n'était pas facile. Si je n'avais pas eu à travailler avec les prostituées par le passé, je n'aurais jamais réalisé cette interview, ces entretiens-là. Le clou, c'est que je peux raconter une simple anecdote. Et c'est la scène devant un hôtel de Bonanjo où je suis assis avec un groupe de filles prostituées qui attendent naturellement leurs clients. Et j'avais deux choses à faire. Il fallait payer pour les heures d'attente. Donc, le temps que je cause avec les filles, il fallait payer puisqu'il y avait un manque à gagner. Les clients, ils n'allaient plus voir les clients. Je payais le manque à gagner en termes d'argent. Et il y en a qui avaient accepté qu'on paye leur temps d'attente puisqu'il manquait, parce que les clients passaient sans les accoster. Je payais en bière. Et en termes de cobaye, je dis que le clou, c'est que les personnes qui participaient à l'expérimentation ne savaient pas exactement ce qui était en train de se passer. À la différence du reporter qui va avec les filles et qui leur décline son identité et leur indique exactement quel est l'objectif recherché. Celles qui participaient, les 400 filles, ne savaient pas, n'étaient pas conscientes des enjeux. Les filles qui prenaient par exemple des placebos ne savaient pas que c'est qu'elles prenaient des placebos pour aller pour entretenir des relations sexuelles non protégées. Or, ça veut dire qu'elles devaient pouvoir attraper la maladie parce que les placebos n'étaient pas du médicament. Elles ne le savaient pas du tout. C'est le caractère nébuleux dans l'expérimentation qu'on va rapidement voir, c'est qu'il est établi et il est constant que les filles qui subissent l'expérimentation du ténophobie ne savent pas ce qui se passe. Celle qui prend le placebo ne sait pas qu'elle prend le placebo. Celle qui prend en fait les tablettes médicaments ne sait pas que... Donc, ils sont au courant, elles sont au courant de rien. Et c'est cela c'est le clou, en fait, c'est ce qui fait problème avec les cobayes. Quand on a des cobayes comme des animaux, les rats ou les souris, il se trouve que ce n'est pas des êtres humains et on peut dire que leur vie n'est pas aussi chère que la vie humaine. C'est surtout cet aspect nébuleux, cet aspect opaque. Il y a de contre-vérités et très peu de vérité dans le cadre de ces expérimentations-là. Et de Kobo, qu'est-ce qu'elles vous ont confié après avoir discuté avec elles? Comment ont-elles été contactées par cette officine américaine? Il y avait une petite agence basée quelque part vers Bonadibon qui faisait ce travail en dessous. C'était une agence de placement qui les avait contactées. Et ça, c'est encore une nébuleuse parce qu'on a contacté ces filles contre argent. Donc, il y avait un intermédiaire qui était cette agence-là, située au niveau de Bonadibon, qui prenait les filles, qui avait une rétribution de la fondation qui faisait l'expérimentation et qui reversait quelques pécules à ces filles-là. Et on s'est rendu compte rapidement, je me suis rendu compte que celles qui, à un moment donné, pensaient qu'elles avaient une sorte de pilule anti-sida, ça donnait à du sexe à gogo sans aucune protection. Et elles avaient un peu levé les enchères parce que puisque sur le champ de la prostitution, quand vous allez avec une prostituée sans préservatif, vous payez plus cher que celui qui va avec préservatif. Donc, les filles, pensant qu'elles étaient immunisées, pensant qu'elles avaient une sorte de pilule anti-sida, ça donnait à du sexe sans contrôle. Et c'était... Alors, si des officines étrangères comme celle-là, notamment la Family Health International, qui était financée, nous avons, dans nos recherches, nous avons appris que c'était financé par la fondation Bill and Melinda Gates à hauteur de 6,5 millions de dollars et en soutien financier du gouvernement américain, 5,5 millions de dollars. Est-ce qu'on peut orchestrer de telles scènes sur un continent comme l'Afrique sans que les autorités locales ne soient informées? Est-ce
que Denis Kodo, finalement, les gouvernements africains ne sont pas des passeurs dans notre genre? Non, il faut savoir que les grandes officines qui font ce genre d'expérimentation-là fonctionnent en syndic. Et les gouvernements en Afrique sont des gouvernements fragiles. Ce sont des gouvernements qui ont été mis sur place, sur pied, généralement dans le processus d'un contexte de néocolonisation. C'est des pouvoirs qui sont fébriles, fragiles, qui sont aussi fragiles parfois que la population et qui ne peuvent pas se payer le luxe de s'opposer, n'est-ce pas, aux puissants. C'est de ça qu'il s'agit. Et parce que les pays ont des difficultés financières, il y a toujours des choses qu'on fait miroiter aux dirigeants. Et parce que dans ce contexte-là, de clientélisme, de corruption généralisée, on veut se mettre un peu de sous dans la poche, on s'engage dans des aventures sans savoir quels en sont les tenants et les aboutissants. Si on le fait en Afrique, c'est parce qu'on sait que notre population est pauvre, nos gouvernants sont soit inféodés aux puissants, soit nos gouvernants sont sous la coupe ou alors sous l'emprise des puissants. Donc s'ils s'opposent de façon catégorique à ce type d'entrée en force, ce passage en force, ils disparaissent. On connaît plusieurs régimes qui ont été renversés en Afrique pour avoir dit non. On connaît ce que le nom de Sékou Touré a dû lui coûter. Donc il y a une peur ambiante, notamment en Afrique. Il y a aussi la misère ambiante qui fait qu'on puisse s'engager dans des aventures qui sont tout à fait périlleuses. C'est-à-dire que pour préserver leur piédestal, les chefs d'État africains n'ont pas ce culot de protéger leur population. Je crois qu'il y a souvent aussi des omissions plus ou moins involontaires. C'est-à-dire que a priori, on ne sait pas. Je vous ai dit que ceux qui expérimentent les médicaments ou les vaccins ne vous disent pas tous les tenants et les aboutissants. Et le protocole n'est pas établi par les autorités sanitaires du pays. Le protocole n'est pas établi par les autorités politiques du pays. Et parce que ça ne rapporte pas une rente directe aux officiels, ils ne sont pas assez regardants. Et ceux qui ont fait la déclaration sur le vaccin du Covid ont vite fait, c'est tout à fait naturel pour eux de dire que ça en Afrique, il y a une main-d'œuvre moins chère, pratiquement aux francs symboliques en Afrique pour ce genre d'expérimentation-là. Si vous allez, vous savez, quand vous allez en Europe, pour être figurant à une émission de télévision, ça se paye cher. Tout le monde en Afrique va courir pour être figurant dans une émission. Pour être utilisé comme cobaye en Occident, c'est une chose assez difficile. C'est des patients qui sont à l'article de la mort. C'est des patients qui sont soignés en désespoir de cause, qui peuvent être, n'est-ce pas, soumis à cette expérimentation. Alors qu'en Afrique, même les jeunes du bas âge vont courir, les parents vont être sollicités, vont même solliciter que leurs enfants soient pris dans ces expérimentations-là, parce que ça peut rapporter 1 centime et permettre à la famille de subsister. Ce n'est pas nos dirigeants souvent n'ont pas de choix, c'est pas pour les dédouaner, parce que c'est les nébuleuses, c'est des multinationales du médicament qui sont assez puissantes, et puissantes au-delà de leur simple force, parce qu'il y a des grands groupes financiers, des grands groupes d'intérêts privés qui sont derrière et qui peuvent mettre ce qu'il faut dans le panier pour obtenir l'aval des dirigeants. Alors, il faut préciser que la série d'enquêtes que vous menez dans ce sujet a été diffusée, du moins publiée dans le quotidien Mutation. Or, à l'époque, vous collaborez avec Nouvelles du pays et au même moment avec la radio Siantou. Comment se fait-il que l'on retrouve votre série d'enquêtes non pas dans Nouvelles du pays ou bien sur les ondes de radio Siantou Timéni, mais plutôt dans Mutation? Je fais les sons, les entretiens. Je propose naturellement à Radio Siantou et vite, l'offre est déclinée. L'offre est déclinée parce qu'il y a une prise d'intérêt entre les responsables de la radio et le ministre de la Santé de l'époque. Donc, soit la radio ne voulait pas fâcher
le ministre de la Santé. Je ne crois pas qu'ils aient eu une concertation pour dire non, mais vous savez qu'il y a un ministre camerounais tout récemment qui a été assez catégorique sur la notion des vendeurs d'œufs. Donc, puisqu'il y a beaucoup de médias au Cameroun qui en réalité sont la propriété des vendeurs d'œufs, ils n'ont pas voulu mettre en mal, n'est-ce pas, des transactions financières ou tout autre avantage lié, n'est-ce pas, à leurs acquaintances avec ces points-là. C'est pour ça que la radio n'a pas diffusé. Et c'est au détour d'une conversation privée entre Christophe Obiokono et un de mes amis politiques qu'il apprend que j'avais ces éléments-là et Christophe Obiokono me contacte, me demande si je peux faire ces éléments-là pour mutation. Je dis volontiers, je transcris tout et je donne à Bobby qui fait publier le lendemain à la une de mutation sous une correspondance particulière. Ça va en fait valoir que je sois appelé à mutation. Et cette question-là peut également renvoyer à autre chose. Chaque fois quand je travaillais dans des journaux qui n'étaient pas vraiment des journaux mainstream, et mes amis demandaient souvent quel était le problème. J'ai toujours eu la difficulté à intégrer les grandes rédactions au Cameroun, parce que les grandes rédactions au Cameroun sont les rédactions les plus corrompues. La presse la plus corrompue au Cameroun, c'est les grandes rédactions de presse écrite. Les quotidiens sont corrompus. Les radios et les télés les plus en vue sont les plus corrompus, parce que ce sont des médias d'influence et qui sont ciblés par les groupes d'intérêt, les groupes d'influence et les lobbies. C'est tout à fait naturel qu'on a de la difficulté. J'aurais pu prendre, si je ne veux pas rentrer dans l'histoire de toutes les enquêtes qui ont été, toutes les enquêtes qui ont été censurées. C'est des enquêtes qui ont gagné des prix après avoir été censurées dans les rédactions. Alors face à l'opacité de l'information concernant ces vaccins que les officines étrangères imposent aux États africains, est-ce qu'on ne peut pas finalement dire, Denis Kouébo, que la médecine est devenue immorale? J'ai suivi le professeur Luc Montagnier sur une chaîne française, dit que lorsque la vérité scientifique échappe au domaine des scientifiques pour tomber dans les mains des politiques, ça devient autre chose. Lorsque il y a un serment que les médecins prêtent, il y a un code de déontologie dans le domaine de la pharmacie. Désormais, la santé n'est plus une question n'est-ce pas, de responsabilité publique et sociale des gouvernants. La santé est tombée entre les mains, n'est-ce pas, des pouvoirs dominants, des pouvoirs de l'argent. Parce que c'est l'industrie pharmaceutique qui contrôle le monde. Si vous regardez au niveau du Cameroun, par exemple, vous allez savoir que les entreprises françaises contrôlent plus de 80% des médicaments qui sont vendus dans les officines pharmaceutiques. Ils contrôlent plus de 90% des médicaments, plus de 90% des médicaments vendus dans les officines pharmaceutiques, alors que ces médicaments ne sont pas fabriqués par la France. Donc la France contrôle la distribution des médicaments au Cameroun, alors que ces médicaments ne sont pas des produits français. Les médicaments fabriqués en Chine sont vendus au Cameroun, distribués au Cameroun par les centrales d'achat basées en France. Et quand qui dit centrale d'achat, dit un certain nombre de surcoûts et de multiplication de la valeur retenue. Donc tout ça relève, n'est-ce pas, de ce qu'on a dit dès le départ. Il y a une emprise et des multinationales et une emprise, n'est-ce pas, de la néocolonisation qui est la suite logique de la colonisation. Il y a une question de souveraineté nationale, souveraineté sanitaire, souveraineté alimentaire. Tant que ces notions-là vont rester vagues pour les Africains, on aura tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, on dit qu'il y a la pandémie du Covid-19 qui frappe le monde et tout le monde est en position de pouvoir riposter par des moyens autonomes, sauf que les Africains vont devoir commander. Lorsqu'on parle des vaccins, au lieu que un pays africain développe éventuellement un vaccin, vous voyez que des gens s'organisent outre-Atlantique pour dire qu'ils viendront en Afrique. Ça veut dire que l'Afrique est un lieu de non-droit.
l'Afrique est un continent qui est considéré par le colon et par le blanc. Pour ne pas éviter le racisme, il faut dire que c'est le blanc. C'est un continent désexploité. C'est un continent facilement exploitable et rapidement, il vient à l'esprit de n'importe quel chauviniste en Occident de venir en Afrique tester le vaccin qui ne sera pas donné gratuitement aux Africains, qui sera vendu. Alors, Denis Kobo, on pense le caractère vicieux des officines étrangères, notamment les big pharma étrangères. Mais comment comprendre qu'au même moment, la recherche en Afrique est flinguée par les propres chercheurs africains? Est-ce que finalement les médecins africains, les chercheurs africains ne sont finalement pas les prescripteurs des officines étrangères? Au Cameroun, l'ordre des pharmaciens est contrôlé par le colon. Ce sont les Français qui contrôlent l'ordre des pharmaciens. Il y a une domination et un diktat des pharmaciens formés en France sur l'ordre des pharmaciens. Et c'est eux qui donnent des avis. Il y a un diktat des médecins formés en France sur l'ordre des médecins au Cameroun. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident de la vie ou de la mort d'autrui. Il faut aller voir, c'est eux. Vous avez vu qu'il y a eu tout un débat sur la formation des médecins au Cameroun. C'est l'ordre des pharmaciens qui était sérieusement opposé à l'entrée sur le marché, dans le secteur de la santé, des médecins formés au Cameroun, des médecins, je veux dire, formés en Afrique. Parce que quand la formation se démocratisait, cela mettait un terme à l'emprise, n'est-ce pas, des officines françaises sur la santé. Parce que la santé, vous voyez, si vous prenez la Côte d'Ivoire, lorsque M. Laurent Gbagbo décide d'instaurer l'assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire, sa tête est mise à prix. C'est le point de départ de la chute de M. Laurent Gbagbo. Parce que s'il y a l'assurance maladie universelle, les médicaments ne seront plus chers, les coûts de santé vont baisser parce que l'État en aura la maîtrise, les surfacturations dans les cliniques. Vous savez, là où on paye 1 franc en Afrique à l'hôpital, les multinationales peuvent se faire payer 100 fois plus dans des cliniques privées. Et ces cliniques privées là, participent de cette chaîne de rétention, n'est-ce pas, de la libre administration de la médecine ou de la pharmacopée. C'est un business. La médecine en Afrique n'est pas un service social comme ça se fait en Occident. C'est un business où les pauvres doivent payer plus cher que les riches pour se faire soigner. Il faut que les populations africaines s'approprient cette lutte-là pour la souveraineté sanitaire. À savoir que j'ai vu un reportage à la télé, 500 hectares destinés à la culture du quinquennat qui entre dans la fabrication de la chloroquine dans l'arrondissement de Penka-Michel à Bansois. Il y a 500 hectares de quinquennat en ruine parce qu'on a retiré la chloroquine du marché. La chloroquine qui a été retirée du marché est aujourd'hui devenue le produit miracle contre le Covid-19. Pourquoi est-ce qu'on a retiré la chloroquine du marché? On retire, parce que là, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie pharmaceutique et le rôle des multinationales. Quand la chloroquine est devenue un médicament générique qui n'est pas sous brevet, elle coûtait assez moins cher et pouvait, n'est-ce pas, être soigné le paludisme en Afrique. Alors, les big pharma dont vous avez parlé ont réussi à faire retirer la chloroquine, qui est un produit à la bourse de tous les Africains du marché, pour introduire des molécules qui sont sous brevet. Parce que les molécules qui sont sous brevet, quand on vous vend Coartem ou Diocotessin à 4 500 francs, là où vous aurez pu dépenser 150 francs pour avoir la chloroquine, c'est parce que ceux qui ont le brevet sur Coartem et Diocotessin veulent, n'est-ce pas, rentrer dans leur investissement. Et pour rentrer dans l'investissement, ils demandent qu'on enlève la chloroquine du marché parce que la chloroquine est à la bourse des Africains. Que le protocole de riposte contre le palu ne coûte pas moins de 30 000 francs à l'hôpital. Oui. Et vous avez eu des fondations françaises, notamment Chirac, qui fait le tour de l'Afrique pour lutter contre les médicaments contrefaits. Il y a un mensonge sur les médicaments contrefaits. Le médicament contrefait, au sens de ces officines-là, ce médicament qui ne relève pas de leur circuit de distribution, qui ne relève pas de leur circuit encadré par les brevets.
Or, il y a des pays en Amérique latine aujourd'hui qui lèvent les brevets obligatoires et rendent généricables des médicaments qui sont encore, des molécules qui sont encore sous brevet. Donc le Cameroun peut se passer, n'est-ce pas, de Coartem, Diocotexin à 4 500 francs. Fabriquer les génériques parce que la souveraineté sanitaire veut que le Cameroun soigne ses populations. On n'a pas besoin. Ils ont déjà pris beaucoup d'argent en vendant ces produits à des prix prohibitifs au Cameroun. Et notre pays est en droit de lever un brevet obligatoire, fabriquer ces médicaments-là en générique. Ce qui n'est pas fait. Il faut avoir suffisamment de force pour braver, n'est-ce pas, cet omerta-là. Si le gouvernement camerounais, dans les heures qui arrivent, décide d'adopter le vaccin contre le Covid-19 au Cameroun, est-ce que Denis Kwebo est prêt à se faire vacciner? Non, je crois que c'est clair, la loi ne donne pas la possibilité à un tiers de me vacciner. Donc j'ai le droit le plus absolu. Je crois que ma famille ne sera jamais soumise à un tel vaccin. Mes amis ne vont pas se soumettre à un tel vaccin. Et puis, en 2020... qui prescrit la vaccination obligatoire pour protéger non pas Denis Kwebo, mais toute la population entière. Non, il y a une seule personne qui signe les décrets au Cameroun. Au summum, c'est le chef de l'État. Si le chef de l'État signe ce décret, le chef de l'État n'a pas le droit de signer un décret contre son peuple. Le chef de l'État signe des décrets au profit. La Constitution lui procure tous ses droits. Non, la Constitution du Cameroun ne donne pas le droit au chef de l'État d'agir contre son peuple. La Constitution du Cameroun donne tous les droits au Cameroun, au chef de l'État pour protéger. Non, non, vous avez pas dit que c'était vacciné pour protéger. L'expérimentation n'est pas la vaccination. Si le vaccin, c'est établi, ceux qui ont le vaccin, qui veulent expérimenter, ils peuvent aller trouver des cobayes ailleurs. Lorsqu'ils vont valider, n'est-ce pas, l'efficacité de leur vaccin, ils viendront nous le vendre. Donc on ne peut pas venir tuer notre peuple dans la phase d'expérimentation et revenir nous vendre cher le médicament, le vaccin dans la phase... Est-ce que vous n'avez pas peur des représailles? Non, il n'y a pas de... Nous sommes en 2020. On n'a pas peur des représailles parce que c'est le silence. C'est le silence qui nourrit, n'est-ce pas, ces ambitions hégémonistes de l'Occident sur l'Afrique. Il y a des Africains journalistes, membres des ONG, qui vivent et dorment grâce à l'Occident, dorment grâce à ces fondations du crime. Quand on parle de Soros, toutes ces grandes ONG internationales, ces lobbies-là financent les Africains pour servir d'anti-modèle aux autres Africains. Et c'est pour ça qu'il faut que le peuple qui est en bas s'organise suffisamment pour dire non. Vous voyez que quand tout ce qui est pervers est introduit en Afrique par une poignée d'Africains qui roulent carrosse, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent pour soigner les gens du Covid-19, il n'y a pas d'argent pour soigner le parlu, mais vous savez, par exemple, combien d'argent sont investis au Cameroun par an? C'est en centaines de millions pour la promotion de l'homosexualité. Pourquoi est-ce que ça ne vous pose pas un problème? C'est-à-dire qu'en même temps, vous avez des Africains qui sont condamnés, ils sont en prison en France pour avoir pris une seconde épouse, c'est-à-dire pour polygamie. En même temps, vous avez beaucoup de milliards qui sont envoyés en Afrique aux Africains, aux Africaines pour promouvoir l'homosexualité. Il y a des officines qui peuvent investir plus d'argent pour la protection des escargots que de l'argent pour protéger les Africains. Chaque fois que vous allez voir ces officines internationales-là, ces ONG-là financer un segment, c'est tenu par des anti-modèles africains qui sont aux ordres de l'Occident. Il faut scruter l'opinion. Le courant d'opinion est traversé par la puissance des ONG du crime. Les grandes puissances, l'Union européenne, la France, les États-Unis aujourd'hui ne sont pas sincères vis-à-vis de l'Afrique. En termes de chiffres, on parle que la France va appuyer l'Afrique à hauteur de 1 milliard 200 millions d'euros, soit environ 800 milliards de francs CFA. L'Union européenne qui garantit une aide de plus de 20 milliards d'euros. N'est-ce pas finalement, Denis Kwebo, la thune de Nexus qu'on voudrait offrir? Alors, moi je suis militant révolutionnaire. Si un milliardaire qui dispose de 200 milliards veut fabriquer d'autres milliardaires, en une minute, il fabrique 200 milliardaires. Si c'était ainsi possible, même l'Église
par exemple, qui est catholique, qui est au Cameroun, qui est l'un des plus gros épargnants. L'Église catholique fait partie des 3 principaux épargnants dans toutes les banques du Cameroun. Vous avez appris qu'on soigne gratuitement à l'hôpital catholique? Non. Vous savez, vous pensez que le monde est dominé par les pouvoirs de l'argent. L'Église elle-même est dominée par les pouvoirs de l'argent. Même la tradition en Afrique est aujourd'hui dominée par les pouvoirs de l'argent. Les chefs traditionnels sont aux ordres de ceux qui ont la puissance financière. C'est pour cela que vous ne pouvez pas être des Africains et attendre que les pays riches viennent vous sauver. Les pays riches sont riches du fait de l'exploitation de notre continent. Et toute cessation de la dite exploitation signifierait la fin de l'hégémonie de l'Occident. Donc l'Occident n'a aucun intérêt à faire des dons. L'Occident a intérêt à utiliser ses moyens pour entretenir une classe d'Africains chargée de tenir en état de domination et de dominer la majorité des Africains. Donc il n'y a aucun sou qu'on vous donne parce qu'on aime l'Afrique. Si on veut aider l'Afrique à se développer, toutes les multinationales qui puisent gratuitement notre pétrole n'ont qu'à se retirer tranquillement. Toutes les multinationales qui contrôlent les grandes entreprises de ce secteur-là se retirent du Cameroun et puis le pays a de quoi, n'est-ce pas, soigner tous ces malades, construire des routes et des ponts. La France vit grâce à l'argent des Africains. Et comment est-ce que vous pouvez... ça dit que de temps en temps, on nous remet un peu de ristourne sur notre argent qui est logé dans ces pays-là. Et ce n'est pas un discours populiste. Mon discours renvoie au fait que les Africains doivent apprendre à développer de la valeur. Parler de propos de la France, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui dédouaner le gouvernement français de cette sortie jugée raciste des 2 chercheurs français? Parce que le 8 avril dernier, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a fait une déclaration devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française et il a condamné ces propos de ces 2 chercheurs français en jugeant que c'était des propos qui étaient humainement et même moralement scandaleux. Est-ce qu'à ce titre, on ne peut pas dire que la France, elle au moins, est sincère et est décidée à rester aux côtés de l'Afrique? Ah ben, si c'était sincère, ces 2 chercheurs seraient en prison. Je sais que l'humoriste Dieudonné a été condamné à plusieurs reprises pour avoir tenu des propos antisémites. Et des gens qui veulent utiliser l'Afrique comme cobaye, les Africains comme cobayes, ont pour simple ennui le fait que le ministre des Affaires étrangères dise à la Commission que ce n'est pas bon. Alors il fallait justement interpeller ces chercheurs français-là, les mettre en prison pour montrer que c'était plus ou moins c'était odieux de l'entendre. Vous doutez de la sincérité du pouvoir de Paris? La France ne peut jamais être sincère. La France n'a pas vocation à être sincère. La France a vocation à entretenir tous les leviers qui tirent l'essentiel des revenus des Africains. La France, nous ne sommes pas là dans l'angélisme, nous ne sommes pas dans une église. La France tire l'essentiel de ses revenus, n'est-ce pas, des comptoirs coloniaux. L'Afrique est un comptoir colonial parce qu'elle ne produit rien. Lorsque moi je rassemble toutes mes économies de mon champ, c'est pour acheter un véhicule en occasion en Europe. Donc, tout ce que j'ai travaillé en 10 ans me servira dans 2 ans ou dans 1 an à acheter un véhicule. Donc, toutes les tonnes de maïs, toutes les tonnes de tout, achètent simplement. Ceux qui cultivent 100 hectares de maïs vont réussir à peine à acheter une voiture d'occasion en France. Nous allons sortir de cet entretien d'Émile Pebo et je voudrais sortir avec la chute de votre série d'enquête sur le recrutement de 400 prostituées. Je présume qu'à la fin, vous avez été choqué par un constat. Le constat que, d'abord, les expérimentations n'ont pas été suspendues en tant que telles. Il y a eu quelques sorties officielles, mais le mal était déjà fait. Ceux qui enquêtaient avaient déjà réussi à obtenir les données qu'ils recherchaient. Mais puisque l'histoire se répète, et là, si vous faites bien de revenir sur une affaire, pareil, au moment où on parle d'expérimenter encore un vaccin en utilisant les Africains comme cobayes, les autorités devaient y voir clair. Moi, je peux vous dire que je ne suis finalement jamais d'accord avec les autorités camerounaises
Mais il y a beaucoup de crédit à accorder à l'attitude des autorités camerounaises en ce qui concerne cette affaire du vaccin. Vous avez vu que les pays africains qui sont aux ordres, qui vont au deuil tout le temps à Paris, ont été vantés dans la qualité de leur riposte face au Covid-19 parce que les officines, notamment françaises, occidentales, européennes, ont pompé du sou dans ces États-là pour, en contrepartie, avoir à expérimenter les vaccins. Or, jusqu'à présent, à moins d'un retournement spectaculaire, le Cameroun a l'avantage de ne pas pouvoir céder à cela. Parce que l'opinion publique camerounaise, en dehors de 1% de la population aujourd'hui engagée dans le mal pour la destruction du continent à travers les ONG, certains partis politiques affiliés inférieurs à l'étranger, l'immense majorité des Camerounais aujourd'hui restent sur le qui-vive. La population camerounaise ne peut pas accepter, c'est pas une territoire comme par décret. Aucun décret présidentiel ne peut passer. Et le président le sait, il sait qu'il vient de... Ce décret, on dit que les Camerounais sont amorphes, mais il suffit d'un décret pareil et puis vous allez voir que le pays ne va pas se porter mieux. Et les dirigeants qui sont là et qui ont vocation à protéger leur pouvoir ne vont pas se payer le luxe de soulever la population. Au nom d'un vaccin, il y a beaucoup de pays africains, notamment les pays africains, qui acceptent, n'est-ce pas, de collaborer avec l'industrie du crime, que ces pays-là s'engagent dans le processus. Est-ce que l'on va avoir ce culot de se lever si jamais un décret est signé dans ce sens? Vous le dites parce que vous êtes à la télévision. Bien sûr, je veux pas. Si on le dit à la télévision, ça veut dire qui peut le plus, peut le moins. Si j'affirme aujourd'hui que les Camerounais, y compris moi, n'accepteraient jamais qu'on le fasse, et il y a de cela combien d'années? Il y a de cela 16 ans, il y a de cela, je dis 15 ans, que j'ai pris mon courage de reporter pour exposer, n'est-ce pas, cette affaire du ténophobie. Vous pouvez être farouchement opposé au test d'un éventuel vaccin contre le Covid. Il n'est pas seulement opposé au test de ce vaccin, il est opposé au test raciste de vaccin au Cameroun. Si le protocole du test était officiel, si le type de cible, n'est-ce pas, des tests au Cameroun, en Afrique, était à peu près la même cible qu'en Occident. Je vous ai dit qu'il y a des gens sur qui, on vous a dit en France, quand on a commencé avec le protocole du Covid, on disait que c'était administré essentiellement aux malades qui étaient dans une situation de désespoir de cause. En réalité, que le médicament, même s'il était mauvais, ne leur aurait fait aucun mal. Donc, quand c'est en Occident, on administre les tests aux patients qui sont en désespoir de cause. En Afrique, on vient administrer ces tests-là à la crème, à la jeunesse, au bras dont le continent a besoin. Donc, les Africains s'opposent à ces tests parce qu'il y a des relents racistes qui ont été dévoilés par les chercheurs, comme les Africains s'opposent à l'escroquerie foncière des Occidentaux, comme les Africains s'opposent à l'exploitation à outrance de leurs ressources. C'est un processus qui est enclenché et nous sommes convaincus qu'à l'avenir, il ne sera plus possible que l'Afrique soit un dépotoir. Il y a eu en Côte d'Ivoire des déchets toxiques qui ont été déversés par des multinationales. Aujourd'hui, ce n'est plus possible en Afrique. Convaincu de ce que le sourire du monde demain dépendra de la vivacité de l'Afrique. L'Afrique est l'avenir du monde, l'avenir de l'humanité. En termes démographiques, l'Afrique est l'avenir du monde. En termes de ressources naturelles, l'Afrique est l'avenir du monde. Inviter les fils et les filles de l'Afrique à un sursaut africain. Un sursaut africain, un sursaut essentiellement panafricain, parce que l'Afrique, c'est l'avenir de tous les Africains. Nos micro-États n'ont pas la capacité de résister face à la puissance. Vous savez que tous les riches du monde sont unis. Tous les oppresseurs sont unis. Il n'y a que les Africains qui doivent comprendre que face à une telle alliance entre les puissants et 1% d'élite corrompue du Cameroun, il faut que les peuples se mettent en ordre de bataille pour pouvoir faire face à l'adversité. Merci à vous, madame, d'avoir été au rendez-vous de cette édition spéciale Cobaye sur les antennes de LPA Télévision. C'était Denis Kwebo, président du Cameroun, un féru du journalisme d'investigation. Elton Jecha,